Avant de vous lire Les droits de la femme par Olympe de Gouges, j'avais envie de vous dire un petit peu comment se passe la composition du texte, parce qu'elle est un peu plus complexe que l'on ne pourrait le croire, et je trouve que ça peut être intéressant d'en parler un petit peu avant. Donc il y a une lettre à la reine, donc qui seront dans les parties 1 et 2 de mes vidéos, donc ils seront en deux parties. Ensuite, nous avons une prise à partie des hommes, qui sera cette fois-ci dans la partie 3. Il y a le préambule, comme c'est le cas pour les droits de l'homme, il y a un préambule. Donc là, ce sera la partie 4. Ensuite, il y a 17 articles. C'est pareil pour les droits de l'homme. D'ailleurs, il y a certaines choses qui sont un petit peu communes. Donc là, ce sera de la partie 4 à la partie 6. Et il y a enfin le postambule. Donc le postambule, ce sera de la partie 7 à la partie 11. Et en dernière partie, donc la partie 11, il y a une anecdote qu'Olympe nous donne dans le postambule. Une anecdote personnelle. Donc c'est assez intéressant, le texte est assez complet. Et donc j'avais envie de vous donner un petit peu les codes pour que ce soit un peu plus intéressant de naviguer pour vous. Et si vous voulez lire si vous voulez écouter que les articles, par exemple, vous pouvez vous référer aux parties que j'ai mentionnées pour les articles. Par exemple, si vous voulez écouter que la lettre à la reine, c'est pareil. Donc ce sera peut-être un peu plus simple de naviguer alors qu'il y a énormément de parties. Texte d'Olympe de Gouges. Les droits de la femme à la reine. Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire l'hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu pour m'exprimer ainsi. L'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seul, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse, élevée au sein des grandeurs, eût tous les vices de la bassesse. Oui, madame, lorsque j'ai vu le glaive levé sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui, je vois qu'on observe de près la foule de mutins soudoyés, et qu'elle est retenue par la crainte des lois. Je vous dirai, madame, ce que je vous aurais pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante mais une implacable ennemie des Français. Ah, madame, songez que vous êtes mère et épouse. Employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermit la couronne du père, la conserve au fils, et vous réconcilie l'amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d'une reine. L'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteront votre chute. Si l'on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, madame, vous caractérise, excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevée à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire. L'une est sans celle prise pour exemple, et l'autre est éternellement l'exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas le travail d'un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, madame, une si belle cause, défendez de ce sexe malheureux, et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume, et le tiers au moins de l'autre. Voilà, madame, voilà par quel exploit vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, madame, notre vie est bien peu de chose, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas embellie par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. S'il est vrai que des Français arment contre leur patrie toutes les puissances, pourquoi? Pour de frivoles prérogatives, pour des chimères. Croyez-moi, madame,
Si j'en juge parce que je sens le parti monarchique se détruira de lui-même, qu'il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre. Voilà, madame, voilà quels sont mes principes en vous parlant de ma patrie. Je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obéissante servante, de Gouges. Les droits de la femme. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence. Quand je t'en offre les moyens, cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception, bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la Révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Texte de Olympe de Gouges. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On résolut d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquent, le sexe supérieur en beauté, comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi.
Les femmes obéissent, comme les hommes, à cette loi rigoureuse. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées et à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique et le déterminer à la quotité, l'assiette et le recouvrement et la durée de l'impôt. 15. La masse des femmes coalisées pour la contribution à celle des hommes a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparées. Elles ont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tous les divers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de Cana ? Regrettez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout, auriez-vous à répondre. Ils s'obstinoient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes. Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles, adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est de votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation nationale,
Voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résista pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait pas de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profanes et sacrés. Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution respectable et méprisé. Dans cette sorte d'antithèse, que de remarques n'ai-je point à offrir. Je n'ai qu'un moment pour le faire. Mais ce moment fixera l'attention de la postérité la plus reculée. Sous l'Ancien Régime, tout était vicieux, tout était coupable. Mais ne pourrait-on pas apercevoir l'amélioration des choses dans la substance même des vices? Une femme n'avait pas besoin que d'être belle ou aimable quand elle possédait ces deux avantages. Elle voyait sans fortune à ses pieds. Si elle n'en profitait pas, elle avait un caractère bizarre ou une philosophie peu commune, qui la portait au mépris des richesses. Alors elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête. La plus indécente se faisait respecter avec de l'or. Le commerce des femmes était une espèce d'industrie reçue à la première classe, qui désormais n'aura plus de crédit. S'il en avait encore, la Révolution serait perdue, et sous de nouveaux rapports, nous serions toujours corrompus. Cependant, la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin de la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique. La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître. Mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Le jouet du mépris. Les portes mêmes de la bienfaisance lui sont fermées. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-on pas su faire fortune? D'autres exemples encore plus touchants s'offrent à la raison. Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu'elle aime, abandonnera ses parents pour le suivre. L'ingrat la laissera après quelques années, et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera inhumaine. Si elle a des enfants, il l'abandonnera de même. S'il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelque engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. S'il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Quelle loi reste-t-il donc pour faire extirper le vice jusque dans la racine, celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes, que de l'administration publique? On conçoit aisément que celle qui est née d'une famille riche gagne beaucoup avec l'égalité des partages, mais celle qui est née d'une famille pauvre, avec du mérite et des vertus, quel est son lot? La pauvreté et l'opprobre. Si elle n'excelle pas précisément en musique ou en peinture, elle ne peut être admise à aucune fonction publique quand elle en aurait toute la capacité. Je ne veux donner qu'un aperçu des choses. Je les approfondirai dans la nouvelle édition de tous mes ouvrages politiques que je me propose de donner au public dans quelques jours avec des notes. Je reprends mon texte quant aux mœurs. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. La femme mariée peut impunément donner des bâtards à son mari, et la fortune qui ne leur appartient pas. Celle qui ne l'est pas n'a qu'un faible droit. Les lois anciennes et inhumaines lui refusaient ce droit sur le nom et le bien de leur père, pour ses enfants, et l'on n'a pas fait de nouvelles lois sur ces matières. Si tenter de donner à mon sexe une consistance honorable et juste est considéré dans ce moment comme un paradoxe de ma part, et comme tenter l'impossible, je laisse aux hommes à venir la gloire de traiter cette matière. Mais, en attendant, on peut la préparer par l'éducation nationale, par la restauration des mœurs et par les conventions conjugales. Forme du contrat social de l'homme et de la femme, nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de notre penchant mutuel aux conditions suivantes. Nous entendons et voulons mettre nos fortunes en communauté, en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants et de ceux que nous pourrions avoir d'une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient directement à nos enfants,
de quelque lit qu'ils sortent, et que, tout indistinctement, ont le droit de porter le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l'abnégation de son propre sang. Nous nous obligeons également, au cas de séparation, de faire le partage de notre fortune et de prélever la portion de nos enfants, indiquée par la loi. Et au cas d'union parfaite, celui qui viendrait à mourir se désisterait de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfants. Et si l'un mourait sans enfant, le survivant hériterait de droit, à moins que le mourant n'ait disposé de la moitié du bien commun en faveur de qui il jugerait à propos. Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. À la lecture de ce bien bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les Tartuffes et les Bégueules, le clergé et toutes ces quêles infernales. Mais combien il offrirait aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux. J'en vais donner, en peu de mots, la preuve physique. Le riche épicurien, sans enfant, trouve fort bon d'aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter aux riches ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l'opprobre, de la bassesse et de la dénégation des principes humains où depuis longtemps gémit la nature. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives ou qu'ils aillent se perdre dans la source de leurs citations. Je voudrais encore une loi qui avantageait les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme à qui elles se seraient attachées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements ou à une indemnité proportionnelle à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auraient le front de recourir à une loi qu'elles auraient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite. Si la preuve en était faite, je voudrais en même temps, comme je l'ai exposé dans Le bonheur primitif de l'homme en 1788, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais par les suites, elle produira à la fin un ensemble parfait. J'offre un moyen invincible pour élever les âmes des femmes, et c'est de les joindre de tous les exercices de l'homme. Si l'homme s'obstine à prouver ce moyen impraticable, qu'il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Le préjugé tombe, les mœurs s'épurent, et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres, le roi raffermi sur son trône, et le gouvernement français ne saurait plus périr. Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur, c'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies, c'est là, surtout, où la division et la discorde agitent les habitants. Il n'est pas difficile de deviner les investigateurs de ces fermentations incendiaires. Il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale. Ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. En méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent « Notre sang circule dans leurs veines, mais nous leur répondrons tout. S'il le faut pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition. C'est dans ces lieux les plus près de la nature que le père méconnaît le fils, sourd au cri du sang. Il en étouffe tous les charmes. Que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose? La contrainte avec la violence, c'est le rendre terrible. La laisser encore dans les fers, c'est acheminer toutes les calamités vers l'Amérique. Une main divine semble répandre partout l'apanage de l'homme, la liberté. La loi seule a le droit de réprimer cette liberté si elle dégénère en licence. Mais elle doit être égale pour tous. C'est elle, surtout, qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l'État de la France, et se rendre aussi attentif sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens qui deviennent chaque jour plus effroyables. Mon opinion serait encore de raccommoder le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif,
car il me semble que l'un est tout et que l'autre n'est rien, d'où naîtra malheureusement, peut-être, la perte de l'Empire français. Je considère ces deux pouvoirs comme l'homme et la femme qui doivent être unis, mais égaux, en force et en vertu, pour faire bon ménage. Il est donc vrai que nous, l'individu, ne peut échapper à son sort. J'en fais l'expérience aujourd'hui. J'avais résolu et décidé de ne pas me permettre le plus petit mot pour rire dans cette production, mais le sort en a dessiné autrement. Voici le fait, l'économie n'est point défendue, surtout dans ce temps de misère. J'habite à la campagne. Ce matin, à 8 heures, je suis partie d'Auteuil, et je me suis acheminée vers la route qui conduit de Paris à Versailles, où l'on trouve souvent les fameuses guinguettes qui ramassent les passants à peu de frais. Sans doute, une mauvaise étoile me poursuivit dès le matin. J'arrive à la barrière, où je ne trouve même pas le triste sapin aristocrate. Je me repose sur les marches de cet édifice insolent qui recelait des commis. 9 heures sonnent, et je continue mon chemin. Une voiture s'offre à mes regards, j'y prends place, et j'arrive à 9h15, à montres différentes, au Port-Royal. J'y prends le sapin, et je vole chez mon imprimeur, rue Christine, car je ne peux aller que là, si matin. En corrigeant mes épreuves, je me reste toujours quelque chose à faire, si les pages ne font pas bien serrées et bien remplies. Je reste à peu près 20 minutes, et fatiguée de marche, de composition et d'impression, je me propose d'aller prendre un bain dans le quartier du Temple, où j'allais dîner. J'arrive à 11h, moins quart, à la pendule du bain. Je devais donc au cocher 1h30. Mais pour ne pas avoir de dispute avec lui, je lui offre 48 sols. Il exige plus. Comme d'ordinaire, il fait du bruit. Je m'obstine à ne vouloir plus lui donner que son dû, car l'être équitable aime mieux être généreux que dupe. Je le menace de la loi. Il me dit qu'il s'en moque et que je lui payerai 2 heures. Nous arrivons chez un commissaire de paix que j'ai la générosité de ne pas nommer, quoique l'acte d'autorité qu'il s'est permis envers moi mérite une dénonciation formelle. Il ignorait sans doute que la femme qu'il réclamait sa justice était la femme auteure de tant de bienfaisance et d'équité. Sans avoir égard à mes raisons, il me condamne impitoyablement à payer au cocher ce qu'il demandait. Connaissant mieux la loi que lui, je lui dis « Monsieur, je m'y refuse, et je vous prie de faire attention que vous n'êtes pas dans le principe de votre charge. » Alors cet homme, ou pour mieux dire ce forcené s'emporte, me menace de la force si je ne paye pas à l'instant, ou de rester toute la journée dans son bureau. Je lui demande de me faire conduire au tribunal de département ou à la mairie, ayant à me plaindre de son coup d'autorité. Le grave magistrat, en redingote poudreuse et dégoûtante, comme sa conversation, m'a dit plaisantement « Cette affaire ira sans doute à l'Assemblée nationale. » Se pourrait bien, lui dis-je. Et je n'en fus qu'à moitié furieuse, et à moitié riant du jugement de ce moderne bris de Soissons, en disant « C'est donc là, espèce d'homme, qui doit juger un peuple éclairé. On ne voit que cela, semblable aventure, arrive indistinctement aux bons patriotes, comme aux mauvais. Il n'y a qu'un cri sur les désordres des sections et des tribunaux. La justice ne se rend pas, la loi est méconnue, et la police se fait. Dieu sait comment. On ne peut plus retrouver des gauchers à qui on confie les effets. Ils changent les numéros à leur fantaisie, et plusieurs personnes, ainsi que moi, ont fait des pertes considérables dans leurs voitures. Sous l'Ancien Régime, quel que fût son brigandage, on trouvait la trace de ces pertes en faisant un appel nominal des cochers et par l'inspection exacte des numéros afin qu'on nettoie en sûreté. Que sont ces juges de paix? Que font les commissaires? Ces inspecteurs du nouveau régime? Rien que des sottises et des monologues. L'Assemblée nationale doit fixer son attention sur cette partie qui embrase l'ordre social.